parole est à Madame Sylvie Tolmont. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale. Hier, les écoliers et collégiens reprenaient le chemin de leur établissement et le gouvernement appelait les parents à avoir confiance dans l'institution. Mais il s'agirait de savoir s'il en va réellement de même de votre part, Monsieur le Ministre. Car cette reprise se fait sous tension, pour des personnels désabusés par les injonctions contradictoires et les consignes changeantes, voire inapplicables. Le tout sur fond de campagne de prof-bashing d'une violence inédite, grandement alimentée par la majorité. Peu de mots ont été prononcés par le président ou le gouvernement pour rendre hommage au travail formidable et responsable qu'ils ont mené afin d'assurer la continuité pédagogique durant la crise. Faisant preuve d'initiative, avec une expertise numérique inégale et leur propre matériel, faute d'outils opérationnels mis à leur disposition, ils se sont adaptés pour garder un lien essentiel avec les élèves et permettre, il est bon de le rappeler, l'accueil de 30 000 enfants de personnel soignant. 75% des parents interrogés ne s'y sont d'ailleurs pas trompés en leur exprimant leur reconnaissance. Comme vous, Monsieur le Ministre, nous faisons le rêve d'une unité retrouvée autour d'une école de la réussite et de la justice sociale. Mais la nôtre ne se berce pas de mots et de promesses non tenues. Les vacances apprenantes ne permettront pas de rattraper le retard scolaire des enfants dès lors que s'annonce pour la rentrée la multiplication de suppressions de classes, de postes d'enseignants et de RASED. Parce que nous estimons la nécessité d'articuler les différentes phases de la reprise, des vacances estivales, de la rentrée de l'année scolaire 2020-2021 dans une continuité éducative, le Parti socialiste a présenté 29 propositions très concrètes destinées à arrêter d'improviser l'école dans un système éducatif miné par des inégalités structurelles à corriger. Alors, Monsieur le Ministre, au-delà de la communication, nous souhaitons connaître quels moyens financiers, humains et matériels seront débloqués pour compenser à la rentrée le décrochage scolaire dû au confinement. Merci, chers collègues. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Transition écologique. Je la pose au nom de notre collègue élue de Guadeloupe, Hélène Vainqueur-Christophe, qui n'a pas pu nous rejoindre. Elle souhaite vous interpeller sur la situation préoccupante que traversent les salariés de la centrale Énergie Antilles installée à Bémao. Aujourd'hui même, le site sera mis à l'arrêt. Ce soir, les vies de plusieurs dizaines de salariés basculeront dans l'inconnu, dans la précarité et le désarroi. À l'échelle de la Guadeloupe, cela constitue un véritable désastre social. Bien sûr, cette fermeture était attendue, puisqu'elle correspond à la stratégie énergétique locale définie par la région et l'État dans la PPE de Guadeloupe élaborée en 2017. Une fermeture prévisible donc, mais manifestement mal préparée, puisque aucune solution de reclassement n'est proposée aux salariés qui auront à subir un licenciement économique sec. Loin de nous, sur ces bancs, la volonté de défendre une centrale thermique qui ne correspond plus, en effet, au nouveau mode de production énergétique vertueux et non polluant. Pour autant, comment comprendre qu'un ministère dit de transition écologique et solidaire n'accompagne pas cette phase de transition et fasse ainsi fi des conséquences sociales de cette fermeture? Comment comprendre que les solutions de reprise et de transformation en centrales hydrogène portées par les salariés restent lettres mortes? Certains vont jusqu'à avancer que ces non-réponses démontrent l'intérêt et l'appétit de nombreux acteurs, dont EDF, pour l'espace foncier stratégique ainsi libéré. Je vous laisse le soin d'écarter ces rumeurs. Certains experts jugent aussi que cette fermeture aura pour conséquence directe la réactivation de moteurs thermiques dans les autres centrales. On marche donc bien sur la tête. Sur place, la région reste muette et les services de l'État ne semblent pas en disposition d'entendre ni les reconversions proposées, ni les revendications de ses salariés. Quelle garantie, Madame la Ministre, en matière de sauvegarde de l'emploi ou de reclassement, êtes-vous en mesure d'apporter? Le reclassement de ces salariés. Merci, Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Il faut arrêter d'être naïf. C'est Thierry Breton, commissaire au marché intérieur, qui lance cet appel. Il faut arrêter d'être naïf. D'aucuns disaient avant, il faut, pour l'Europe, cesser d'être un peu l'idiot utile de la mondialisation. Il va falloir protéger nos actifs stratégiques dans l'industrie. Le sujet n'est pas nouveau. Depuis une décennie, depuis 2010, c'est de 5 000 à 28 000 entreprises qui sont passées sous contrôle asiatique divers, mais essentiellement chinois, avec souvent des participations de l'État, de complexes militaro-industriels. Le sujet n'est pas nouveau, mais il prend un relief particulier dans la crise du Covid. Au moment où on s'inquiète
à Veralia, à Cognac, pour Nokia, à Lannion. Le risque est grand de voir des drames humains, des plans sociaux, des crises territoriales, bref, une question humaine surgir. Mais également la question de l'autonomie stratégique, pour ne pas dire souveraineté, de notre Europe, de notre pays. Quand on parle d'actifs stratégiques, j'ai envie d'évoquer un des grands sujets qui sera celui du Green Deal européen. Et je l'espère, nous l'espérons, socialistes, du plan de relance français. La lutte contre le gaspillage de l'eau. Dans l'eau potable, sécurisation adaptée au changement climatique, lutte contre le gaspillage d'1 litre sur 5 dans nos réseaux d'eau potable aujourd'hui. Sécurité en matière de technologie du transport de l'eau jusqu'à l'industrie nucléaire et pour l'énergie. Alimentarité, la question de l'eau potable, la question des conducteurs d'eau potable sont une question stratégique pour demain. Or, PAM Saint-Gobain, la filiale du groupe Saint-Gobain, aujourd'hui envisage des alliances, y compris capitalistiques, qui pourraient faire perdre sa souveraineté économique sur le marché de l'eau, qui représente 10% du marché monde, qui représente 50% du marché européen, 80% du marché français. Thierry Breton, comment pouvons-nous traduire concrètement son appel en matière de réciprocité commerciale, de protection des actifs, de nouvelle gouvernance, de capacité à réformer le droit moindre, bref, à nous armer pour que l'Europe soit une puissance et cesse d'abandonner ces actifs stratégiques. Merci, chers collègues. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. C'était en 2017, Emmanuel Macron avait réussi à ringardiser les partis, mon parti, le vôtre, enfin celui de l'époque, Monsieur le Premier ministre, en brocardant leur incapacité à accepter ce qui venait du camp d'en face, systématiquement. Aujourd'hui, Emmanuel Macron fait la même chose. Regardons ce qui se passe sur le crime d'écocide. Les sénatrices et sénateurs socialistes ont proposé l'année dernière un texte équilibré et applicable qui visait à lutter contre l'impunité pour les crimes les plus graves et à répondre à une attente de la société. La réponse a été « c'est une bonne idée », mais c'est non. Les députés socialistes ont repris cette notion d'écocide. Avec une version un peu différente, on leur a dit « c'est non ». Cette fois, c'est la Convention citoyenne pour le climat qui dit « l'écocide est utile » dans une version plus exigeante, peut-être plus audacieuse. Qu'allez-vous en faire, Monsieur le Premier ministre? Il y a peut-être un risque à ne pas écouter les demandes qui remontent de la société. On peut parfois même sentir une forme de mépris, de frustration. Alors nous sommes parlementaires d'opposition, on y est habitués. Mais attention à ce que la société, elle, n'en prenne pas ombrage. Alors il y a l'écocide, il y a l'ISF, le rétablissement, c'est non. Le référendum sur ADP, c'est non. Une commission d'enquête sur le Covid-19, c'est non, c'est presque pavlovien. Monsieur le Premier ministre, vous allez écouter la société, à défaut d'écouter les parlementaires. Qu'allez-vous faire de l'écocide? Qu'allez-vous faire des conclusions de la commission consultative des citoyens? Monsieur le Président, chers collègues, Madame la Ministre du Travail, votre réforme de l'assurance chômage a été très dure à l'égard des Français pour lesquels le travail, au-delà du besoin et de la nécessité, est une valeur centrale. Le contexte économique et social engendré par la pandémie la rend aujourd'hui inique et en réalité complètement inadaptée à la nécessité de relance économique et à l'obligation de solidarité nationale. Dans cette situation, comment entendez-vous concrètement revenir sur les principes de votre réforme? Les mesures que vous allez prendre doivent atténuer la crise sociale et contribuer à la relance de la demande intérieure du pays. Le chômage va exploser. Pour tous ceux qui y seront confrontés, retrouver un emploi sera plus difficile qu'avant la crise. Le pouvoir d'achat des ménages français sera un facteur très important de la relance de l'économie française. Dans de nombreuses filières, les chefs d'entreprise comptent sur la relance de la demande intérieure pour restaurer leur situation d'entreprise. L'économie marche à la confiance, on le sait, et un accompagnement insuffisant de millions de chômeurs empêchera en réalité le retour de cette confiance indispensable. Prévoyez-vous, Madame la Ministre, de restaurer les droits antérieurs à votre réforme et de les améliorer compte tenu de l'urgence économique et sociale? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Culture, les marchands de journaux font partie de notre quotidien et de notre culture. En garantissant l'accès à près de 2000 titres, ils sont des vecteurs essentiels de la culture et de l'information et des acteurs essentiels de la proximité. Plus précisément, à travers les 23 000 points de vente répartis sur l'ensemble du territoire, ils assurent un véritable service public en garantissant la diffusion et la pluralité d'une presse indispensable à notre vie démocratique. Mais après les 55 jours de confinement qui ont mis à rude épreuve des commerçants aux revenus généralement modestes, ils doivent désormais faire face à la crise du secteur de la distribution de la presse. En effet, l'entreprise Prestalis, qui distribuait 75% de la presse écrite sur l'ensemble du territoire national, est en faillite.
Dans la métropole de Lyon et le Rhône, la filiale régionale de Presstalis a été placée en liquidation judiciaire depuis le 15 mai. Ainsi, depuis plus de 5 semaines, les marchands de presse ne peuvent plus vendre à leurs clients nombre de journaux habituels, notamment les nationaux, qu'ils ne reçoivent plus. Dans le même temps, les loyers de ces commerçants courent. Cette situation pénalise très lourdement les 550 kiosques de la métropole de Lyon à la situation économique déjà souvent fragile et génère une baisse du chiffre d'affaires de l'ordre de 75%, risquant de précipiter la fermeture de nombre de maisons de presse. Mais c'est le cas aussi à Marseille, à Toulon, c'était le cas aussi à Nantes et dans de nombreuses autres villes. Sans mauvais jeu de mots, car la situation ne s'y prête pas, le temps presse. Ces professionnels sont aux abois. Car si l'an dernier, 579 points de vente ont fermé, fin avril, 740 ont déjà tiré le rideau. Il faut donc éviter que la situation d'ores et déjà extrêmement préoccupante pour le pluralisme de la presse ne vire à l'hécatombe. Aussi, Monsieur le ministre, que comptez-vous faire rapidement pour qu'une solution pérenne soit enfin trouvée à cette crise de la distribution de la presse ?